moi, à part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandise et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. J'aime ce sentiment d'adaptabilité. On s'adapte. On croirait que Ricky, c'est un prof de maths. Friandis, c'est comment? Avec ton tableau derrière. Non, ça va. Là, je suis au bureau, les gars. Je suis au bureau, je suis au boulot, là. Non, j'étais sur Paris, donc j'en ai profité. J'avais un petit rendez-vous. J'ai profité pour aller voir un ami à nous que je vous présenterai après. Mais ça va, on est là tranquillement sur Paris, au calme. Au calme, au calme. ATL. ATL, ça va. Hein. Ça va. Avec la casquette à l'envers. Ah ouais, tu connais, c'est la coupe qui est dangereuse, là. C'est quand ça devient incontrôlable. Tu sais, c'était Thanksgiving, les gens étaient en vacances, pas bien organisés, donc du coup on cache, on camoufle. Mais ouais, semaine de Thanksgiving, là, les petits étaient en congé, ils ont repris l'école. Et puis, franchement, autant, tu vois, les fêtes nationales, c'est pas un truc de ouf, hein, on n'y voit pas. Mais Thanksgiving, c'est vraiment la fête. Franchement, la fête de la gratitude. Le vivre ici, c'est quelque chose d'autre. Ce côté, toutes les familles ensemble, les connaissances, les gens, dès que tu sais que quelqu'un est seul ou pas entouré, tu l'invites. Franchement, c'est vraiment quelque chose à vivre et c'est quelque chose de fort, tu vois. Donc, on a fait une belle semaine de Thanksgiving. C'était super sympa. On a été invité à pas mal d'endroits, ce qui était assez touchant même. Donc, ouais, sympa de l'avoir vécu ici. Et puis aussi, à nous d'exprimer un peu de gratitude, hein, sincèrement, entre Habib et Jessica. Un niveau de connaissance de soi, d'introspection sur ces 2 derniers épisodes et ces derniers invités qui a vraiment fait plaisir à entendre. C'est que c'était dans la continuité des 50 ans de Clerf. Il va falloir couper le cordon avec les 50 ans de Clerf, mais moi, j'ai pas été, donc c'est un truc que j'aime bien le rappeler. Je me demande si on va même pas continuer sur la lancée, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Grateful guys. Non, le hasard fait très très bien les choses. La vie, tu vois, quand on est dans la positivité, les choses se goupillent. Et on n'a pas besoin de forcer les choses. Juste pour la petite histoire, non, on est au Paname, ATL, London, ça va, il fait froid, ça y est, ça a vraiment le froid, il a commencé. Et voilà, mais sans plus... Attends, franchement, la vie, elle est belle. Attends, je fais un truc, attends. Ici, la chose que je préfère, c'est voir des terrains comme ça, là. On dirait des billards, je vous assure. Et le réfectoire, quand on va manger, surtout manger, j'aime ça. J'aime ça. Quand on va manger, on a le choix, je vous assure. C'est merveilleux. Et ces terrains si jolis, verts comme un terrain de billard, je vous assure. Je vous assure, hein. C'est terrible. Moi, je suis pas très bon à l'école, j'aime pas trop ça. Bon, on peut rien y faire, hein. L'école, c'est l'école. L'école avant le foot, ça passera tout le temps, je vous assure. Mais quand on est... Oh, Ricky, T'es vif. Attends. Que là, depuis tout à l'heure, il fait que t'insulter là. J'ai coupé le micro. Il est là. L'enfant terrible de la G86, l'enfant terrible. Ricky est tombé sur lui. On a dû l'accaparer rapidement. On a appuyé play, c'est parti. Gara Dembélé, mesdames et messieurs. Igo, c'est comment? Bah écoute, tout va bien, mon ami. Comme tu as pu le dire déjà, il faut rectifier la chose. Ricardo est venu dans mes bureaux.
Déjà. Ricardo est assis à ta place. Hein? T'as dit quoi? Il a pris ses quartiers sur mon bureau, sur ma chaise. Voilà. Voilà. Je confirme. Ici, on est là tranquille. Ricky est venu pour faire un petit truc de vite fait avec un collègue. Avec puis Babacar, voilà. Babacar, Avec c'est la Babacar. famille, il est là. Babacar, il est là. Babacar, Tranquille. Et qui est Gainsbar du Mali. Non, tranquille. Non, mais voilà. On est Non. d'être de passage sur Paris pour rendre visite aux frérots. Voilà. Et Bruno, il n'est pas là parce qu'on est dans les locaux de bureau, la marque bleue. Donc, gros big up à la marque bleue. Et puis voilà, on est venu voir Gara, tout ça. Et puis j'en profite, hein, vu que le timing était bon. Je me suis dit, bon, allez, on va tourner ici. Hein. On est bien accueillis. Ah, les bureaux sont jolis. Donc voilà, on profite. il y a du café, il y a du thé, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Tout ce que t'aimes. Tout ce que Ricky il aime, du thé, toi du café. Et Gara, le sens de l'hospitalité, apparemment, c'était toi l'hôte aux 50 ans de Clerf. Là, tu t'accueilles aussi bien, franchement, cette reconversion. Un grand cœur, mon Gara. Gara, en fait, Gara, il a toujours eu un grand cœur, hein, comme tu l'as connu. Ça, c'est pas un secret. Ça. Après, à l'INF Clairefontaine, le truc, c'est que je suis arrivé en amont des autres. Donc, je les ai accueillis, en fait. J'étais obligé. C'était extraordinaire. Il était, comme d'habitude, Gara, le style, ça parle, tu vois. Il fait pas semblant. Il était propre sur lui. Et il était là, il accueillait les gens avec un sourire, avec ses petites lunettes, tu vois. Toujours soin. Toujours soin, le malien. Ça veut dire que vraiment, non, c'était des bars. Igo, ça va comment? Ça va ou quoi? Tout va bien. Ici, je suis épanoui dans ma nouvelle reconversion en tant que business développeur. Donc, je m'occupe entre parenthèses de la session sport. Après, je suis beaucoup à l'extérieur du bureau parce que je dois aller infuser à gauche, à droite. Donc voilà. Mais tout se passe bien. Je suis épanoui et je kiffe. Dis-nous un peu, franchement, c'est pour tous ceux, parce que tu sais, les gens, ils demandent beaucoup Gara Dembélé. Que souvent, on fait des petits sondages. Qui est-ce que vous voulez, etc. en tant qu'invité. Et les gens, ils t'ont Gara. Parce que tu vois, t'es une énigme pour les gens. Mais on va pas faire un épisode complet avec toi. L'épisode complet de Gara, il va arriver un jour, à un moment donné. Il n'arrivera pas aujourd'hui, messieurs, dames qui nous écoutent. Ça ne sera pas aujourd'hui. Mais je vous promets que je prendrai mon temps, je vais m'asseoir, je vais poser mon cul. Je vais rester 1 heure avec vous. Et là, on va rigoler, les gars. Là, le ballon main corps, ça va être ballon main dégage même. Ballon main filoche. Ah oui, filoche et tout, les reprises des volets à la Gara, non. Mais juste en passant vite fait, parce que comme il a dit Q au départ, on va couper un peu le cordon avec les 50 piges de l'INF, on va pas toujours en parler. Mais comme c'était il y a pas très longtemps, c'était comment là-bas pour toi, Gara? Ça t'a fait quoi? C'était juste parce que j'ai vu, on a vu le petit, on a passé sur les réseaux certaines vidéos et tout, mais là, en direct comme ça, pour que tu parles un peu aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Sincèrement, Seb, ça a été un truc émotionnellement parlant, ça a été un truc de fou. C'est-à-dire des frissons, même de voir des Doudou, des Megni, des Rudy Haddad, des Maurice Bellet, des Nardol. On va pas tous les faire. Hein. On va pas tous les faire, mais ça a été un truc vraiment... ça a été avec beaucoup d'émotion et franchement, ouais, c'est un kiff de retrouver les frérots. J'ai échangé un petit peu avec Francisco, avec Ravi aussi, avec Titi. C'est un truc de fou. C'était un truc de fou. Il manquait Monsieur Dussault. Ouais, cette journée, il manquait Monsieur Dussault. Ouais. C'est tout. Elle n'a pas été complète, vraiment complète sans... Monsieur Dussault et Monsieur Merel. Ouais. Monsieur Merel aussi, bien sûr. Exactement. Monsieur Merel aussi, et on leur envoie beaucoup de force. On leur envoie beaucoup de force aux deux parce que bon, ils prennent de l'âge. Hein. Ils prennent de l'âge et j'aimerais bien. On se verra quand nous, on sera à leur âge, tu vois, comment on sera. Mais espérons qu'on soit bien. Et second, ça, tu fais quoi concrètement? Gara, il fait quoi là? Business, tu fais quoi? Dehors, tu vas où? Tu fais quoi? Ouh, là, tu veux trop que j'aille dans les détails. Ça, je peux pas vous mettre tout. Non, je peux pas tout dire. Non, tranquille, pas de problème. Je pose quand même la question, on sait jamais. Paddle. Tu fais du paddle? Oh Calme-toi. Avec Athème, j'ai vu aujourd'hui, partout sur les réseaux, on nous vend Athème comme presque un semi-pro de paddle. Vous avez pas vu? Je vais pas tout dire sur Athème. J'en sais beaucoup, mais oui, Athème joue régulièrement au paddle.
et il a un niveau qui est correct. Ça veut dire que t'es meilleur, toi? Je suis mon fils, moi. C'est le tennis, mais moi, c'est pas de le tennis. Je cours partout. Les mecs qui tirent sur les trucs, moi, ils sont fous, quoi. Moi, je cours. Hein. Ah, mais ça va, t'as pas trop. La distance, c'est pas pareil. Parce que quand on te voit aux journées Génération 86, quand il faut jouer là, t'es vite fait à bout de souffle. Hein. T'as la condition maintenant? Ça se travaille. Mais non, je l'ai plus. Non, comme tu as dit, on a pris de l'âge. Non, sincèrement, la condition, c'est fini. C'est fini. Mais le paddle, je tiens en tout cas. Non, le paddle, à ce qui paraît, c'est. Tu sais quoi, on m'a appelé dernièrement. Faut essayer. Non, non, je peux pas déjà à cause de mes hanches, mais on m'a appelé parce qu'en gros, c'est tellement en train de se développer et que ça arrive en Angleterre, ça va limite devenir apparemment, selon les statistiques, le troisième sport le plus pratiqué, un truc comme ça, bientôt en Angleterre et en France, tout ça. Le paddle, frérot, il y a tout le monde qui joue au paddle. C'est incroyable, mais t'as tous les anciens joueurs de foot, t'as toutes les célébrités, je sais pas, c'est un nouveau truc, genre. On dirait que c'est le truc, faut se mettre à la mode, faut jouer au paddle. Donc, ouais. Franchement, moi, j'ai pas accroché à ce sport-là. Mais frérot, quand tu vois des noms, tous mes proches, ils jouent au paddle, ils sont tous dedans, tout ça. Moi, je suis plus tennis, tu vois. Mais le paddle, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une version un peu cheap du tennis. Hein. Babacar, il me fait des yeux, il veut me manger. Babacar. Mais lui, ça fait des mois qu'il m'en parle. Viens jouer. Lui, pareil, je croise même des gars qui sont avec moi dans les différents diplômes, là, les formations, coaching, tout ça. Ils sont tous dans le paddle. J'arrive pas à comprendre. C'est un vrai phénomène de mode, je sais pas, mais en tout cas, ça l'aide. Apparemment, ça au niveau physique et au niveau de la compensation, pour les sportifs en tout cas, ça donne pas une équivalence de ce que tu avais dans le sport. Moi, tu vois, je suis dans la boxe. Parce que la boxe, aujourd'hui, c'est ce qui me rapproche le plus du niveau d'intensité que j'avais au foot, au niveau du cardio. Je suis fatigué après une vraie séance de boxe. Les autres sports, pas tellement. Et surtout parce que je peux pas avec mes hanches aussi, il faut pas se mentir. Mais le paddle, apparemment, tu te baisses, tu vas, tu tapes, tu fais des petites courses, en fait, beaucoup à haute intensité. Peut-être que c'est aussi pour ça que les footballeurs et beaucoup de gens aiment le paddle. Je sais pas. Gara, pourquoi tu kiffes le paddle? Déjà, je retrouve des potes là-bas. ça sociabilise, c'est bien. On mange social, c'est bien. Seb, ouais. On mange bien après. Surtout manger. J'aime ça. J'aime ça. Non, mais après, c'est bon délire, tu vois. Mais c'est physique, il ne faut pas croire. Hein, ouais, il paraît, c'est grave physique. Non. Et ça part de tous les côtés, le truc. Mais non, tu retrouves déjà beaucoup d'anciens joueurs. Va savoir pourquoi. À Paris, tu as 3-4 paddles et ils sont tous un peu à gauche, à droite. Et tu as tous les anciens joueurs qui vont là-bas. J'en ai croisé pas mal. Et c'est bon vivant. C'est bon vivant. C'est bon vivant. T'es encore grave en contact avec des joueurs que tu as rencontrés dans ta carrière et tout? Oui, complètement. Déjà, toi. Non, c'est pas pareil. Oui, bien sûr. Oui, complètement. Beaucoup. Ouais, des Auxerrois et tout, de l'époque du centre. Des Marseillais avec qui j'ai même pas joué, entre parenthèses, mais oui, Bon, après, moi, je suis un mec que j'attise l'affection des gens, je sais pas pourquoi, j'ai jamais su. J'ai jamais su et j'aimerais toujours comprendre. Et oui, beaucoup de personnes. Et ton grand-père, Giroud? Je l'ai appelé il y a 3 semaines, c'était son anniversaire. Et il m'a presque insulté. En façon de parler. Oui, mais t'as arrêté tes conneries. Tu sais que tu m'as fait mal au ventre. T'as été la deuxième personne que j'ai virée d'Auxerre. Mais après, tu sais, il m'a dit, j'ai eu tellement de remords qu'il m'a rappelé. Hein, c'est vrai en plus. Mais je vais aller le voir dans pas longtemps à Auxerre, justement, pour la continuité de ce que vous avez vu déjà sur les 50 ans. Tu sais que Gara, moi, de mes 2 années à Auxerre, je pense que tu es la personne dont on m'a le plus parlé là-bas. Giroud, il me parlait de toi, tous les éducateurs au centre, tous les gens qui t'ont connu, des gens qui passaient dans la rue, ils me parlaient de toi. En même temps, j'ai jeté une voiture dans Lyon. Ouais, c'est pareil. Ça aussi, j'ai entendu. Ça aussi. J'ai jeté une voiture dans Lyon, donc je pense... j'allais à l'entraînement avec une motocross.
Moi, les rodéos à Paris, là, aujourd'hui, c'est un prison ferme. Moi, j'allais à l'entraînement comme ça. Tu sais ce qu'il a fait, Guérou? Il m'a dit, t'as acheté ça où? J'ai dit, je l'ai acheté là-bas. Je te jure que j'allais à l'entraînement comme ça. Il m'a dit, le lendemain, il m'a dit, tu viens avec la moto, parce que je m'entraînais avec les pros. Mais j'allais avec les pros, je me garais ma moto de l'autre côté du stade. Il m'a dit, tu prends ta moto, après l'entraînement, on va aller voir le concessionnaire. Il a pris, il est parti avec un Raya. Non, Il a wheeling, frère. Il a levé. Non, mais Guirou a vraiment pris sa voiture. Moi, j'étais derrière en motocross. On a été chez le concessionnaire. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez-moi bien, combien il a acheté? Je crois que je l'avais acheté 2400 €. Il a dit, oh, vous le rendez, c'est 2400 €. Mais la moto, je l'avais déjà saignée. Hein. J'avais déjà fait des galipettes avec. Le truc, le guidon, je ne sais même pas s'il était droit. Il m'a rendu 2400 €. Et Guirou, il a dit, vous ne vendez plus un scooter ou une moto à mes joueurs. Voilà comment ça s'est passé. Mais ouais, Guirou, ça a été mon père. Et je vais aller le voir dans pas longtemps. Mais bon. Et il y a Djibril en plus qui est là-bas. Djibril, c'était mon fan. C'est à cause de lui que j'ai plus de cheveux déjà. Parce que ces coupes là, ces coupes jaunes là, tout ça là. Ah, moi j'adorais ça. Ah, ça brûle, hein. Ah, ça brûle. Mais moi, les gens disaient défrisage 15 minutes, je faisais 45 minutes. Il y a même des fois mes cheveux tombaient. Mais bon, rassure-moi, Auxerre, on a aussi parlé de toi par rapport aussi à tes stats, à tes buts, à ton empreinte que tu as laissée sur le terrain. Parce qu'en jeune, tu étais quand même un morceau là-bas. Bah, le morceau, il s'est fait aussi grâce à Abou Dhabi. Une grande dédicace à Abou Dhabi parce que moi j'étais numéro 9 et Abou numéro 10. Donc, quel cauchemar. Quel Abou, cauchemar, les deux ensemble. Ouais, Abou, il jetait le ballon et moi je savais où courir et où taper. Et c'est pour ça qu'on a fini champion de France en U16. Ouais, je me rappelle très bien. On a défoncé les anciens de Clairefontaine, Monaco, Nadim Saïd, dégage, Jourdain, dégage. L'aube, je lui mets à Jourdain même. Il y avait aussi Younes Kaboul. Ah, Younes Kaboul, oui, Younes Kaboul. Il me manque plus d'ailleurs, lui. Mon ami Younes Kaboul, ouais. Non, franchement, bien. Non, Hugo, tu sais quoi? Est-ce que je commence même? Parce que franchement, merci. Tu pars quand tu veux, hein, parce que Gara, excusez-nous, hein, c'était pas prévu. Gara a un train à prendre, d'accord? Gara doit rentrer chez lui. Donc, si vous voyez Gara s'éclipser à un moment donné dans le sujet de la conversation, au cours de la conversation, mais comme il l'a dit, c'était pas prévu. Donc, c'était un préambule de ce qui va se passer. Vous n'avez rien entendu encore. Le jour où Gara va venir dans BMC, d'accord? Mais les mecs, t'as dit quoi? Messieurs, dames, j'y vais, je me sips. Tu t'es sips? Et sips-toi bien. D'accord? Igo, Igo, Antampe Morombe, hein? Allez. Ça fait plaisir de te voir, Gara. À la prochaine, je le ferai vraiment poser calmement avec eux. Et on va échanger, on va rigoler. Avec moi, vous êtes obligés de rigoler de toute façon. Vas-y, mon gars. À tous. Dembélé. Oh, gars, c'est un ouf. En tout cas, vous voyez. Pour ceux qui regardent, et pas pour ceux qui écoutent, c'est dommage. Pour ceux qui écoutent, vous aurez vu Gara comment il est. Et c'est exactement ce que ça représente. Voilà, vous avez vu Habib la dernière fois, Gara, c'est comme ça, c'est la réunion de famille. Ça bouge pas. En tout cas, je voulais revenir sur un truc. Au-delà de Gara, en plus, j'aurais pu faire une transition par rapport à ce qu'il a dit à un moment donné. Mais, et ça va bien te parler à toi, Ricky, surtout, je pense. Enfin, ça va peut-être t'aider et ça va nous aider à nous tous. Je voulais revenir sur un point ou quelques points par rapport aux derniers épisodes qu'on a fait. J'ai entendu des choses, surtout quand Habib il est venu, ça m'a fait penser à des choses. Et il y a beaucoup de joueurs qui deviennent coach. Genre, Ricky, tu passes tes diplômes et tout, tu vois. Ouais. Tu passes tes diplômes, il y a des joueurs qui deviennent coach. Et en fait, Habib, à un moment donné, il a dit, vous aviez un débat au tout début. Quand on avait le débat, en gros, à quel moment le football, ça devient un métier, tu vois. On est juste des... Habib parlait du fait qu'on soit collègues de travail. Tu vois, plus que... Tu te rappelles quand vous parlais, tu parlais de... T'es parti à Reggio, t'étais à Reggio. Vous avez, après, vous êtes sauvé. Ouais, vous étiez sauvé. Vous avez fait 2 jours, tu vois. Et lui, il disait, ah ouais, laisse tomber, moi. En gros, vas-y, je vous ai trop vu, je me barre. Et toi, tu as dit, mais tu vois, ça devient limite, ça devient un job food business. C'est ce que tu as dit. Et en fait, je voulais savoir si, en tant qu'entraîneur aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de cette vision. Parce qu'aujourd'hui, comme nous, on est retraités, on va dire, dans une nouvelle carrière, reconversion. Q,
fin de carrière, la formation en tant qu'entraîneur, quand tu formes un groupe, d'accord, comment tu vois, quel genre d'ingrédients, selon vous, sont les meilleurs pour former un groupe sain? Un groupe sain. Parce qu'on a été Alors, dans faut des... pas s'appeler Gérard Dembélé déjà. Parce que moi, les petits là, j'en peux plus. Ciao. Là, c'est si ça, Gérard Dembélé. Saisissable, il a dit. Tu vois, Bon, Slimani, elle est vraiment partie là. Non, mais comment tu formes un groupe sain en fonction de tout ça? Parce que tu vois, Habib, ce qu'il a dit, c'était important. Comment tu arrives à... Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour ne pas avoir pour pas être des collègues de travail? Est-ce être des collègues de travail, ça te permet de former un groupe sain? Tu vois, dans les groupes dont vous avez fait partie, on en a fait partie de plusieurs groupes. Et souvent, vous avez... Q, surtout, tu l'as beaucoup mentionné. Tu l'as beaucoup mentionné. Et aujourd'hui, je veux qu'on plonge un peu dans cette peau de l'entraîneur que Ricky, tu vas peut-être devenir. Moi, je deviendrai. Tu vas peut-être devenir. C'est comment on arrive à avoir un groupe toxique? Quel genre d'individualité il faut éviter? Pourquoi? Et vous, à un moment donné, dans cette introspection, quelle individualité vous avez été, tu vois, dans ces groupes pour peut-être maintenir un groupe à flot? Parce que j'ai écouté beaucoup Didier Deschamps, par exemple, tu vois. C'est des entraîneurs comme ça qui ont cette science, je trouve, par rapport au fait de créer un groupe. Et qui, après, à travers cette création de groupe, tu arrives sûrement à un résultat quel qu'il soit. Donc, j'ai mis un peu le contexte. Il fallait redescendre un peu après que Gara, il vienne, tu vois, faire du Gara. Mais ouais, ça m'intéresse, en fait, d'avoir vos avis, votre vision et de vous creuser un peu la tête par rapport à ça, parce que j'aime bien quand Ricky, avec son col roulé, il est au travail, tu vois, col roulé, tableau derrière, et il touche sa barbe qu'il n'a pas. Ça veut vraiment dire que ça travaille son cerveau. La parole est à vous, messieurs. Bah écoute, c'est un thème encore intéressant, hein. C'est vrai, là, tu me prends un peu de cours, mais c'est super intéressant parce que c'est exactement les principes dans lesquels on travaillait avec ma formation du BEF. Parce que forcément, on apprend la pratique, on apprend aussi la théorie, on apprend les principes de jeu, tout ça. Mais il y a aussi un aspect aussi, on va dire, pas psychologique, mais un aspect gestion d'équipe. Et il y a un terme qui est ressorti qui m'a intéressé, que je ne connaissais pas particulièrement. On va dire, il y a la cohésion, on va dire, la cohésion naturelle et la cohésion opératoire. Ça veut dire que comment tu vas faire pour que les joueurs ils tendent vers la même direction, vers le même objectif. Parce que comme tu l'as dit, tu as des mecs qui sont, tu vois, c'est des mecs de partout, c'est des mecs qui ont diverses mentalités, qui ont divers objectifs personnels. Mais comment tu vas faire, toi en tant que coach ou en tant que dirigeant, pour amener tout ce monde-là vers les mêmes objectifs? Et du coup, ça, on rentre, on va dire, dans la cohésion, on va dire, opératoire, organisationnelle, si je veux. Et donc, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a plein de choses à mettre en place. Forcément, comment tu gérais un groupe il y a 10 ans, c'est pas comme tu gères un groupe maintenant. Parce qu'avant, les joueurs avaient plus tendance à rester plus longtemps dans un club. Aujourd'hui, tu vois, dès qu'il y a un souci, même les coachs, hein, ils sont plus là pour 2, 3, 4, 5 ans comme avant. C'est, vas-y, tu as une série de mauvais résultats, tu sautes. Donc, forcément, la mentalité, elle change. Mais pour revenir à ta question, groupe toxique, tout ça, c'est de la gestion humaine, hein. C'est vraiment de la gestion humaine. Comme je l'ai dit, c'est vraiment savoir gérer les égos et que tout le monde soit focus pour un même objectif, quelle que soit ta mentalité, quel que soit ton but personnel, c'est de savoir identifier le point commun que tous les joueurs ont dans une équipe et, voilà, et partir là-dessus. Après, c'est dur, hein, la gestion des égos, on va en parler, j'imagine. Comment toi aussi tu manages, comment tu manages selon le type de joueur que tu as, parce que tu vas pas être pareil avec tel ou tel joueur, savoir comment les prendre, entre guillemets. Donc, c'est particulier, on va en parler. Là, je pose ça vraiment comme ça, encore une fois, comme j'aime bien le dire, brut de pomme, même si ça se dit pas. Brut de pomme, moi, j'aime bien cette expression-là. Et puis, je pense que notre gars Q, il va affiner tout ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment ce qu'on apprend durant durant le BEF, durant l'UFAA. Donc, c'est super intéressant et je pense que justement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça prend vraiment tout son sens parce que la gestion de l'effectif, c'est super important. Regarde à Lyon, ça se passe mal. Regarde à Marseille, c'est plus que du management, tu vois, c'est plus que du coaching, c'est vraiment la gestion humaine. Donc, c'est super, super intéressant. Je ne sais pas si tu as un truc à dire par Non, rapport à ça. complètement, tu rigoles. C'est la même chose aussi, hein.
c'est pas que c'est mon thème, mais c'est que c'est quelque chose où c'est difficile de trouver du vocabulaire sur quelque chose qui te ramène 10, 15, 20 points dans l'année, sans déconner, et ou qui te fait t'en perdre 10 ou 15. J'aime bien ton terme de cohésion opératoire parce que, en fait, sans pour autant être exact, ça délimite déjà les contours de. Effectivement, en fait, quand tu arrives en début de saison, tout le monde est joyeux, tout le monde est avenant, tout le monde se dit prêt à faire les efforts, tout le monde se dit prêt à être là pour l'équipe, tout le monde se dit, enfin, tu vois, c'est toujours rempli c'est toujours pavé de bonnes intentions. Sauf que dès que tu rencontres la première embûche, le premier setback, comme on aime bien dire, c'est là que déjà des personnalités, des caractères se dessinent au sein même du collectif. Et en fait, pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, Ricky, c'est que j'imagine que tous les coachs, tous les DG, tous les directeurs sportifs veulent construire le groupe le plus sain, le groupe le plus équilibré entre les compétences footballistiques. Mais le truc, c'est qu'on observe de plus en plus avec le temps l'importance de l'impondérable, l'importance de ce qui ne se maîtrise pas directement et ce que tu peux pas, ce que tu connais pas encore tant que ton groupe ne vit pas ensemble. Et c'est là où la culture du club, là où les valeurs du club, là où les valeurs du coach prennent toute leur importance. Vous savez aussi bien que moi qu'en début de saison, tout le monde est prêt à payer les amendes s'ils sont en retard, que tu définis des tarifs super élevés d'amende, que tout le monde est prêt à payer parce que. Mais le mec qui n'a pas joué 10 matchs, les 10 premiers matchs de l'année, qui n'est même pas dans le groupe, et qui arrive une fois en retard, quand on lui rappelle son amende, elle sonne 10 fois moins bien que si tu as joué tous les matchs et que tu es le meilleur buteur en activité ou que tu es le meilleur buteur actuel du club, en fait. Et c'est un truc où, tu vois, là, c'est un terme qu'on emploie de plus en plus, mais qui est de plus en plus galvaudé à mes yeux, c'est la culture, en fait. C'est les valeurs du club et les gens qui sont responsables de les faire perdurer. Et c'est comme tu disais, Ricky, il y a de plus en plus de joueurs qui changent de club très régulièrement. Il y a de moins en moins de joueurs qui représentent un club quelque part, ses valeurs. Et attention, on a tous joué avec des joueurs qui étaient censés être ces joueurs-là et qui, au final, quand tu les côtoies, c'est pas vraiment ça. C'est pas mal de politique, c'est pas mal de. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Mais ouais, c'est un très bon thème parce que dans un football de stats, parce que dans un football très individualiste et égocentré, eh ben, ces impondérables te ramènent 10-15 points. Et en fait, il y a pas mal de championnats qui te l'évoquent et qui te l'évoquent très très bien. Et je trouve que la Ligue 2, c'est un bon exemple. Tous les ans, tu as les favoris qui montent en Ligue 2 ou une équipe qui a vraiment beaucoup investi et tu as une bande de potes. Là, tu sais pas où ça va les mener, mais Laval, ils sont premiers de Ligue 2 avec quelque chose que tu peux pas trop maîtriser. En début de saison, il n'y a pas un spécialiste qui aurait mis Laval là où ils sont. Et tous les ans en Ligue 2, Ricky, tu étais assez bien placé pour le savoir, Ajaccio, tous les 5 ans, ils font une montée avec un bête de groupe. Tu vois, Ouais. plus qu'avec des individualités incroyables. Tu as énormément de clubs qui, avec un bon groupe de joueurs et surtout une super mentalité et vraiment un groupe, tu sais, comme on l'entend, qui défie un peu les statistiques. C'est ça. Un peu extensif à la Q, mais voilà, j'élargis encore un petit peu le spectre pour entendre ce que tu as à dire, Seb. Non, ce que j'ai à dire, c'est que moi, j'ai mon avis sur la question parce que, comme vous savez, je travaille dans ce genre de, on va dire, d'industrie ou de formation, former des groupes, former des équipes. Aujourd'hui, par rapport au comportement, tu vois, mais dans le monde du football, et je le dis à tout le monde, je trouve que le monde du football, c'est à part de par le côté populaire, de par le côté monétaire, de par, tu vois, donc ça génère tellement d'émotions aussi bien chez les supporters et quoi qu'on dise chez les joueurs, parce que voilà, et chez les dirigeants. Parce qu'on souvent on oublie les dirigeants, ma parole, ils sont pour moi, il y a beaucoup, ils sont dans l'émotion aussi. On oublie souvent que c'est des humains. On oublie que c'est des humains qui ont leur part de problème et leur vision du monde, ce que j'appelle leur vision de la carte du monde. Tu vois, ils voient les choses d'une certaine manière. Donc, quand je réfléchis à ça, je me dis, Habib, la dernière fois, il disait, ouais, étant passé du côté de joueur à entraîneur, donc aujourd'hui, sa vision, il comprend, entre guillemets, un peu plus, pour pas refaire comment dire, recréer ce qu'il a dit, mais qui comprend qu'on disait, tu sais quoi, je suis fatigué, on est des collègues de travail, tu vois, on est des collègues de travail. Mais comment on est arrivé comment dire, à cet état on est des collègues de travail? Est-ce que quand on arrive à cet état de collègue de travail, c'est que le coach, les dirigeants, peu importe,
je vais dire de manière grossière, ils ont mal fait leur boulot. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, Est-ce franchement, que... comment j'aime pas ce terme. Tu sais, dans le football, sortir Ouais. tu sais, dans une équipe ou dans un effectif, parler de collègues de travail, oh là là, j'aime pas ce terme. Déjà, moi, j'ai du mal, encore aujourd'hui, hein, j'ai du mal à concevoir le football, surtout le footballeur, comme faisant un travail, tu vois. Le terme, le fait de jouer au foot, même un coach, hein, le fait de coacher, je vois pas ça comme un travail. Alors, par extension, dire on est des collègues de travail, pouah, ah, moi, ça me fait mal. Quand Habib m'a dit ça, j'ai fait oh là là, tu vois, ça m'a fait bam ici, là, tu vois. Mais Mais en même temps, pourquoi? En fait, non, pas pourquoi. Après, ça va trop loin dans le... Mais dans le monde du professionnalisme maintenant, tu vois, dans la formation, dans le monde du professionnalisme, de la culture du résultat, quand on a parlé de stats, et dans la culture du résultat aujourd'hui, dans un monde dans un monde capitaliste, qu'est-ce qui est-ce qui est entre guillemets trop loin? Qui est-ce qui est perdu? Enfin, pas perdu. Qui est-ce qui est idéaliste? C'est celui qui pense que on n'est pas des collègues de travail? Ou celui qui dit de toute façon, le football, qui n'arrive pas à comprendre que le football, c'est un sport et un jeu avant tout. Mais tu vois voilà, ce que je veux dire? voilà, c'est Non, pour mais ça. C'est pour ça. En c'est quoi fait, le truc? à partir du moment où tu. Après, moi, je peux comprendre hein, les gens qui considèrent ça comme un vrai travail parce qu'il y a un côté financier, il y a un côté d'optimisation de carrière qui rentre en ligne de compte. Donc, forcément, si je vois ça strictement professionnel, profession, travail, il y va. Il n'y a pas de souci. Moi, j'accepte. Hein, mais moi, de mon point de vue, je continue à voir le football comme un jeu, comme quelque chose de beau, comme du plaisir, donc comme quelque chose de créatif. Tu sais, un jeu, par définition, c'est quelque chose de créatif. Et c'est ça qui rend aussi la chose jolie. C'est pour ça qu'on aime le foot. Voir des belles choses, parce qu'on kiffe, ça gagne, ça perd, les petits battent les plus gros, tu vois. Il y a ce soupçon un peu d'incertitude qui fait que le football, c'est top, tu vois. Et si tu prends ça comme un travail, donc c'est quelque chose de très carré, de plus sérieux. Et prendre le foot de manière sérieuse, de manière, comme il a dit, bon, on a fini la saison, tout le monde s'est barré. Waouh! Eh frère, parce que ça, comme on le dit, hein, ça reste du foot à la fin. Et même, tu as vécu aussi une aventure. Si toi, tu vis ça comme un quotidien de travail, forcément, à la fin, tu es en congé, tu profites de tes congés. Mais là, c'est le contraire. Moi, je pense que ça doit être le contraire. Une saison, c'est une aventure. Dans les bons mauvais moments, vous vivez des choses, vous êtes ensemble. Et justement, après, c'est au coach et aussi au directeur, aux dirigeants de faire vivre ça quand on parle de cohésion. Il y a la cohésion opérationnelle, c'est-à-dire que voilà, il y a un objectif, mais à côté, tu as aussi une cohésion, on va dire, naturelle. Voilà, vous kiffez ensemble, ou au-delà du foot, voilà, vous apprenez à vous connaître plus ou moins. Et après la saison, vas-y, on va boire quelques rebiers, on va aller faire ci, on va aller manger un bout, on passe 2, 3 jours ensemble, tu vois, un truc comme ça. Mais voilà, le fait de prendre ça de manière professionnelle, encore, mais dans le vrai sens du terme, ah, moi, ça me. Bon, après, c'est comme ça, hein, c'est le football qui veut ça aussi, hein, c'est la société qui veut ça. On dit le football, c'est aussi le reflet de la société. Ah, moi, Non, ça mais il y fait a un encore, truc. ça me Ton côté, chafouine. Hein. ouais, ton côté romantique du foot, sincèrement, Ricky, je le valide 100%. Et je suis vraiment dans la même mentale que toi. Mais j'imagine qu'on l'adressait différemment. À savoir, toi, tu devais vraiment être le mec, tu sais, gentil, proche de tout le monde. Enfin, tu vois, vraiment la glu comme tu sais l'être. Moi, j'aimerais être comme toi, mais il y a un côté, j'arrive pas à rentrer dans une relation plus personnelle et plus intime avec des gens, pour moi, qui ont des petits standards. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont justement ces gens qui vont freiner un groupe plutôt que de les aider. Et c'est un truc où, du coup, moi, je crée une petite distance, mais j'essaye de les changer. J'essaye de les amener dans le bateau du. En fait, plus je vous entends parler, en fait, ça en revient à ce que je voulais dire là, plus je vous entends parler, plus je me dis, en fait, au début de l'année, tu es une somme d'individualités qui ont des besoins individuels. Et les équipes qui s'en sortent bien, c'est les équipes qui arrivent au début de l'année à avoir une somme d'individus qui ont des besoins individuels, qui ensuite réalisent que pour le bien commun, en fait, il y a un objectif à atteindre. Et c'est là où, effectivement, quand tu as été un peu traumatisé par une mauvaise saison, tu as envie de vite terminer cette saison et partir, comme un peu disait Habib. Et souvent, ça, c'est le fruit de 1, 2, 3, 4 saisons frustrantes, comme ça arrive. Hein. Franchement, il y a des spirales dans des carrières où 3, 4, 5 années de suite, vas-y, t'as pas pris ton pied, t'as pas pris de plaisir au final avec une équipe. Peut-être que tu t'en es sorti individuellement, peut-être que tu as sauvé les meubles individuellement, mais peut-être qu'au final, effectivement, après le dernier match de la saison, tout ce que tu as envie de faire, c'est partir, tu vas prendre l'air. Alors que avec les équipes ou les groupes avec qui tu connais une montée, un parcours en coupe,
un parcours en Coupe d'Europe. Les choses comme ça, tu n'as même jamais réellement envie que la saison se termine. Parce que, en plus d'avoir obtenu des résultats, tu as tissé des liens. Vous savez aussi bien que moi que surmonter des, des embûches avec un groupe, gagner des matchs où initialement tu sais que tu peux en prendre 5 et au final tu gagnes 1-0, tu crées des liens particuliers avec les mecs. Et comme tu dis, Ricky, à la fin de l'année, tu n'as pas nécessairement envie que ça se termine. Parce que souvent, en fait, tu as du coup une mémoire commune avec ces gens-là, tu as un passé, tu construis un passé commun avec ces gens-là, et tu te dis, vas-y, j'ai même pas envie qu'elle se termine cette année-là. Donc c'est un truc, je veux bien entendre que ça reste un business, mais pour ceux qui n'ont jamais connu ces belles années, ces groupes, où même 10-15 ans après, tu revois les gens, un peu comme à Clairefontaine finalement, pour des raisons différentes. Mais tu vois, les 85 qui n'ont pas perdu un seul match ensemble, eux, ça a une saveur encore plus particulière parce que eux, ils ont gagné ensemble. Vous vous rappelez quand même, quand ils ont gagné le titre, moi j'étais à l'école avec eux. Je peux te dire que ce qui se passait entre eux, ils revenaient le lundi et c'était aller on to the next, tu vois. Et on est en train d'écrire l'histoire ensemble, on est en train de marquer Clairf ensemble, on est en train de créer un truc ensemble. Et peu importe l'issue de leur carrière, ce groupe-là, il est particulièrement spécial parce qu'ils ont gagné ensemble. Et c'est un truc où tant que tu l'as pas gagné, tant que tu n'as pas gagné, tant que tu l'as pas connu, cette espèce de drogue-là, cette espèce d'adrénaline qui dure finalement 5% du temps de la saison, c'est quand même un truc qui te pousse l'année d'après à te donner plus et à essayer justement de mettre en place encore plus en tant que joueur expérimenté ce process de les gars, le bien commun, il est bien plus important que ton besoin individuel à toi. Mais ça, le faire comprendre, c'est hyper difficile. Regarde, t'as pris un exemple des 85, mais qui avait à l'époque, 15 ans. 15 ans. Pour remettre dans le contexte, ils ont gagné le championnat à moins de 15 avec Clairefontaine. Voilà, quand la troisième année, tu joues pour Clairefontaine, eux ont tout gagné. Ouais, ils ont tout gagné, je me rappelle, ils avaient mis 20-0 à la Flèche. Le premier match de la saison, il avait mis 20-0 à la Flèche, tu vois. Jimmy avait mis 10 buts. Jimmy avait mis 10 buts, tu vois. Et donc, mais là, tu parles pour moi, et je reviens à un truc que Ricky l'a dit, tu parles de jeu. Ricky l'a dit, c'est un jeu. Pour lui, ça reste un jeu, et le jeu, c'est créatif. Quand tu parles de 15 ans, à 15 ans, tu n'as pas de facture à payer. Tu vois, moi, on va parler de comment on crée un groupe et ce qu'il peut amener. Parce qu'un entraîneur, peut-être, il doit prendre en considération. Moi, tu me demandes, Seb, aujourd'hui, si tu me demandes de créer un groupe, je vais aller plus loin dans mes recherches parce qu'il faut que je sache d'où tu viens. Il faut que je sache comment. En fait, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui, peut-être, et c'est ni bien ni mal, mais à être un individualiste, par exemple. Il y a des gens, à raison, ils ont des échéances, ils ont des choses. Donc, le truc du groupe ou ce côté romantique, tu vois, comment tu vas créer ça dépend aussi de la vision de ton coach par rapport à ça. C'est vrai qu'il a dit, c'est un jeu. J'ai regardé la définition du mot jeu. Il y a 2 définitions. Activité physique ou mentale, dont le but, première, activité physique ou mentale dont le but essentiel est le plaisir qu'elle procure, le jeu. Okay. D'accord ? Deuxième définition, activité qui présente un ou plusieurs caractères de jeu, gratuité, futilité, facilité. À partir du moment où on devient professionnel, c'est plus un jeu. C'est plus un jeu. Tu vois ? En fait, pour moi, maintenant tu me demandes, moi je parle de mon avis, c'est plus un jeu. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des choses où le jeu, il n'y a pas de conséquences directes. On gagne, on perd, on reste ensemble. Aujourd'hui, je ne gagne pas d'argent, je ne peux peut-être pas payer mes factures. Je ne gagne pas d'argent, je ne peux pas envoyer d'argent au bled. Je ne sais pas, tu vois, tu as parlé de Quentin tout à l'heure de ceux qui prend l'amende. D'accord ? Celui qui n'a pas joué depuis 10 matchs, celui qui ne joue pas depuis 10 matchs, il n'a pas de prime. Souvent, il n'a pas de prime individuelle. Enfin, tu vois, il y a des choses qui sont mises en place dans l'organisation d'un contrat, etc., que les gens ne connaissent pas. Les appearances, on appelle ça appearance. Tu joues parce que tu es sur le terrain, tu gagnes des sous. Parce que tu es sur le terrain, tu gagnes des sous plus que celui qui est sur le banc. Déjà, il y a des différences individuelles. Donc, quand, par-dessus tout, tu joues pas, tu as ta frustration, comment, aujourd'hui, et on te dit, ouais, il faut payer au début de l'année, ouais, tu étais plein d'espoir, tu allais jouer. Et là, d'un coup d'un seul, tu joues pas. Et on te dit, en plus, il faut payer des 500 € d'amende parce que tu es arrivé une fois en retard. Je te donne un exemple tout bête, tu vois. Donc, à un moment donné, est-ce que je sais ce que tu vis dans ta vie privée, là ? Et il y en a beaucoup qui en parlent, que quand tu arrives dans le vestiaire des pros, il y en a, ils ont des crédits à payer, tu vois. Il y en a, ils sont là, ils sont pas tout le monde.
Donc, à partir de là, je ne sais pas si on peut foncièrement y attacher une notion de jeu et de plaisir seulement. Le plaisir quand tu gagnes. Ouais, mais c'est là la subtilité de la chose. Moi, je pense que ceux qui réussissent, hein, attention, hein, et je vais donner mon propre avis, ceux qui réussissent dans le football, c'est ceux qui arrivent à garder justement, malgré tous les paramètres mis en place par le système du football, l'économie, tout ça du football, c'est qu'ils ont gardé cette notion de jeu au foot. Moi, je pense que c'est eux qui arrivent encore à progresser, à prendre du plaisir encore justement. Moi, pour moi, la notion de plaisir, elle est super importante dans le football. À mon Je avis, suis tu n'as d'accord pas de avec toi. plaisir parce que tu ne peux pas être drivé seulement par la profession, tu ne peux pas être drivé que par l'argent dans le football. Moi, c'est ma conviction. Ou La alors, profession ne veut pas dire tu pas le argent, meilleur de forcément. toi-même. Hein? Pourquoi profession? Profession, on dit, pour moi, qui dit profession, on dit responsabilité. Pas forcément. Argent, c'est un extension. C'est quoi, Attends, je t'interromps. Tu as regardé la définition de jeu? Ouais, Regarde la vas-y. définition de profession maintenant, ou Vas-y. travail. Profession ou ok, Profession, vas-y. profession. Profession, voilà, c'est ce que ta fonction, c'est ce que tu fais. Après, travail, il y a un but, voilà, de rémunération aussi derrière. Forcément. Ouais. Mais tu vois, Profession. vas-y, cherche. Moi, je finis un peu ce que je veux Vas-y, mettre en vas-y. place. C'est que malgré tout ce qui est mis en place autour du football, en effet, il faut quand même garder cette notion de jeu, le football. Tu vois? Et je pense que c'est comme ça que tu vas arriver aussi à progresser et à optimiser ta carrière, je pense. Pour ça, il ne faut pas trop mettre en avant le fait que ce soit quelque chose de rémunérateur ou mettre en avant ça, que cette idée de profession, en fait, de travail. Moi, ça me gêne un peu. Après, je pense aussi, on s'éloigne un peu du thème parce que là, on parlait plus de cohésion, je pense, tu vois. Ouais. On parle de Comment ça cohésion, peut on va y revenir. construire de manière collective. Pareil, le coach, je connais des coachs qui disaient ouais, vous voulez des primes, faut bien jouer. Et ouais, votre salaire, vous êtes payé tant, vous devez faire ça. Non, mon gars, pour moi, c'est erroné. Ton discours, il doit être axé que sur le jeu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me définirais. Hein, si un jour je deviens coach ou même manager, c'est sur la notion de plaisir, sur la notion d'objectif commun. Voilà, les gars, vous voulez arriver à ce niveau-là. On a dit qu'on voulait jouer le haut du tableau. Bah, voilà ce qu'il faut faire au quotidien. Bam, 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 bam. Prenez du plaisir. C'est ça, objectif. Il faut être ensemble parce qu'on a un objectif commun. C'est là. Après, chacun ses objectifs. Il y en a qui veulent gagner le plus possible d'argent. Il y en a qui veulent jouer dans tel ou tel club. Il y en a qui veulent jouer tant de matchs, marquer tant de buts. OK. Mais si vous voulez arriver justement à ces objectifs-là, le tronc commun, il est là. Et c'est moi qui vous l'impose. Si toi tu veux jouer au Real Madrid, toi tu veux marquer 20 buts, toi tu veux gagner 1 million d'euros à l'année prochaine, ou tu comptes jouer là, les gars, respectez ce tronc commun. Sinon, sans ce tronc commun, tu n'y arriveras pas. Ok, d'accord. Et en plus, ça me fait rire. Et tu vois, je te mets pas on the spot, mais on a beaucoup entendu des discours comme ça. Déjà, qu'est-ce qui, toi, en tant que coach, t'aurais voulu, enfin, quand tu étais joueur, nous, quand on était joueurs, tu as été dans des vestiaires un peu toxiques. Je ne sais pas si certains ont été dans des vestiaires toxiques ou pas, ou dans des groupes où il n'y avait pas cette cohésion, où ça ne fonctionnait pas forcément. Aujourd'hui, si demain, vous deviez coacher quelqu'un ou une équipe, quelles sont les choses, tu vois, comment dire ça? Je veux dire, j'allais parler en anglais, comment dire ça? Les non négociables. Il y a des choses pour lesquelles tu vas pas tu dis non. Quel type de joueur et quel principe comment en fait tu vas créer ton groupe sain? Comment tu vas le créer? Sur la base de quoi? Et juste pour finir, pour répondre à ta question, je sais que tu vas répondre. Définition de profession. Occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence. Occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence. Deuxième définition, métier qui a un certain prestige social ou intellectuel. Ouais, c'est des bonnes définitions aussi. Hein. Tu vois? Ouais. Donc voilà. Mais répondez à ma question parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, comment tu fais, vous, en tant que joueur, donnez-moi des exemples de vestiaires sains ou toxiques dans lesquels vous avez été. Et aujourd'hui, Ricky, toi qui passes ton BEF, si demain on te donne une équipe, dis-moi les choses où tu dis, c'est quoi? C'est un nom complet pour tel type de joueur et pourquoi? Ou tel type de situation, tu vois? Ricky, pense à des exemples concrets. Moi, je veux juste donner une perspective un peu managériale et des outils un peu managériales, à savoir, c'est normal d'être motivé extrinsèquement et savoir que c'est la définition de la motivation intrinsèque contre la motivation extrinsèque. Et la motivation intrinsèque arrive toujours
Après, la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est quoi? Attends, j'avais un truc pour toi. Attends. Ah, je l'ai pas Oh, vu. El Professor. Ah ouais, We c'est call him El Professor. Ah, c'est là, Après quoi. 40 TC, là. Ah, le Ouais, je te monteur, jure. attention, là. Il a tout fait. Ouais, pendant un moment, j'ai cru que j'étais un elfe ou un extraterrestre. Non, frère, je l'avais pour toi. Je savais plus c'était quel bouton, tu vois. Je l'avais préparé un truc On spécial coupe pour pas. On coupe pas. toi. Tu Ok, peux pas. laisse-le finir sa pensée. Après, tu vas pas Non, sentir attends, ton c'était ton trop bien. Il a parlé des intrinsèques, extrinsèques, etc. Frère, t'es fou. Vas-y, continue. Mais c'est Mais ça, en c'était fait. magnifique. C'est quoi la motivation extrinsèque? C'est tout ce qui est motivé par l'argent, par l'existence, par le statut social, par le jeu, en fait, par la définition de ton existence dans un collectif. Et en fait, une fois que cette motivation est quelque part comblée, c'est là que tu peux arriver dans la motivation intrinsèque, à savoir ne pas faire pour l'argent, tu fais pour le bien commun, pour les bonnes raisons, pour un petit peu plus les choses qui se mesurent pas, qui ne se payent pas et qui ne se décrivent pas vraiment. C'est les choses qui te font, tu sais, te lever tous les jours. C'est la motivation, c'est les choses que tu vas chercher vraiment à l'intérieur. Et en fait, Ah, c'est les intangibles, quoi. c'est les intangibles, exactement, les impondérables. C'est un truc qui, pour y arriver, faut que, oui, effectivement, tu sens que tu es payé justement. Ça participe à la motivation extrinsèque. Il faut que tu sentes que tu existes dans un groupe, que tu n'es pas complètement laissé de côté, que tu n'es pas mis de côté, pour qu'ensuite, tu puisses aller chercher au fond de toi les trucs de, voilà, je vais emmener des gens avec moi, je vais être la locomotive pour un groupe, je vais faire les choses pour le bien commun, pour tout le monde, pour que tout le monde y trouve son compte, et vraiment, au final, être une influence hyper positive, peu importe la somme d'argent que tu gagnes à la fin, peu importe ta résonance individuelle en termes au niveau de la société. Et c'est là où c'est super intéressant que tu sois comme coach ou comme manager, c'est de réaliser l'importance que toi tu as dans ces positions à la constitution de ton groupe. Parce que autant, et j'espère que Ricky et même toi Seb, je suis sûr que tu as des exemples, on les a connus, les joueurs qui arrivent et qui te disent, moi, dans une situation où je dois passer, où je dois tirer, je vais tirer, parce qu'à la fin, c'est mes stats qui vont faire que je vais aller dans un meilleur club et je vais signer un meilleur contrat. Moi, je suis en fin de contrat, je ne prends pas de risque, je suis un peu blessé, je ne vais pas jouer ce match. On les a eu, ces exemples-là aussi. Peu importe l'importance du match, le coach, il ne me respecte pas. Moi, quand je rentre, j'ai déjà entendu une fois, et c'était super marrant parce que ça vient d'un mec qui avait pour autant une super mentalité, mais il était en pleine négociation de contrat, et il disait, ah ok, on est monté, mais toi, tu vas me donner que 500 € de plus sur mon prochain contrat si on monte en Ligue 2. Ok, bah la vie de ma mère, le prochain match, je passe pas le milieu de terrain. Je défends, c'est tout. J'attaque pas. Tu vois, des exemples comme ça. Et pour autant, c'était vraiment... C'est la personne en question, elle réagissait sous le coup de l'émotion, mais c'était un soldat pas possible. Mais c'est un genre de réaction qui, je te dis pas est valorisé, mais qui est banalisé dans un vestiaire tellement l'intérêt individuel, de temps en temps, passe devant l'intérêt collectif, parce qu'effectivement, comme vous avez dit, on est dans une profession, tu as des factures à payer, tu as des intérêts, et puis il y a aussi un élément hyper important, c'est l'élément de comparaison. Quand dans un vestiaire, tu as un mec qui a 5 millions l'année, et que de l'autre côté, tu as un mec qui a 80 000 € l'année, c'est pas exactement pareil. C'est pas pareil du tout, même. Et exactement, c'est pas pareil. Mais après, Q, pour un peu corroborer tout ce que tu dis, moi j'ai un exemple concret par rapport à ça. Tu sais, quand tu es drivé par les mauvaises motivations ou pour pas les meilleures motivations, tu fais souvent fausse route. Moi j'ai un exemple, c'est quand j'étais à Ankara par exemple, j'étais en Turquie. Et tu sais, on jouait, on avait un bon groupe, hein. Franchement, on fait 6 mois de bonnes factures, on est bien classé, l'équipe elle tourne bien, tout ça. Mais pendant ce moment-là, on n'est pas payé depuis 3 mois. Tu vois, donc on est 3 mois sans être payé. On arrive en janvier et tu commences à 2-3 joueurs qui commencent à dire ouais, mais on n'est pas payé, c'est pas normal, nanani, nanana. Et moi, je leur disais, bon, forcément, quand tu n'es pas payé, tu n'es pas bien, tu as des soucis, donc tu veux forcément être payé. Voilà, tu t'estimes être lésé. Mais il faut surtout être drivé par les bonnes motivations. Pourquoi tu joues au foot? Pourquoi tu te lèves le matin? Tout d'un coup, ces mêmes mecs qui étaient super professionnels, super efficaces, super bons au quotidien, je voyais comment ça arrivait en retard. Ils commençaient à plus jouer, ils commençaient à jouer en traînant les pieds. Je fais, les gars, mais moi, je leur disais, mais les gars, c'est comment?
Vous êtes là sur le terrain, on joue, venez, on continue à jouer comme on kiffait sur le terrain. Non, on battait des Galatasaray, on allait faire des bons matchs, on battait Fenerbahçe et tout ça. Non, je suis pas payé, je joue plus. Mon gars, donc tu joues pour l'argent. Non, mais tu sais que tu n'es pas payé. Après, je peux comprendre, hein, tu peux avoir des soucis personnels, tu as des, comme on dit, des factures, tout ça à payer. Mais au-delà de ça, tu vois, il faut toujours être drivé pour les bonnes raisons. Pourquoi tu joues le matin? Pourquoi tu te lèves le matin? Comme tu le disais, est-ce que tu viens parce que voilà, c'est un kiff de t'entraîner, le coach te donne envie de jouer, l'envie de jouer du week-end, la compétition, la concurrence, enfin tout ça, ça fait que, vas-y, même si tu as des petits soucis financiers, tu passes outre. Il y a beaucoup de joueurs qui disaient, j'avais trop de soucis dans ma tête, mais dès que j'entrais sur le terrain, tout partait. Je pensais que ballon et je kiffais mon jeu. Tu vois ce que je veux dire? Et ça doit toujours être le cas. Et ces mêmes personnes, à la fin, qui ont quitté Ankara parce qu'ils n'étaient pas payés, donc ils ont fait FIFA, ils sont partis. Je te jure, après, ils ont regretté. Ah, Ankara, ça marche. Que moi, je continue à jouer. Certes, je n'étais pas payé. J'ai continué. J'ai fini par être payé, donc par rester à Ankara. Mais ces mêmes joueurs, l'année d'après, me disaient, ah, je suis parti jouer là-bas. Je suis parti jouer là-bas. Ailleurs en Turquie ou ailleurs en Europe. Ah, ça manque Ankara. C'était bien Ankara, hein? Ouais, mon gars. À la moindre difficulté, parce que voilà, tu pensais que Zeyo, à la fin, tu es parti, maintenant tu regrettes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça. Bon, après, c'est un peu extrême. Chacun a son opinion là-dessus, mais en tout cas, moi, je me dis, voilà, les gars, il faut essayer de jouer et s'entraîner et performer pour les bonnes raisons, en fait. Comment C'est tu... intangible, comme on dit. Ah, mais je suis... Pour moi, on pense la même chose. Mais là, moi, je vais ramener du pratique dans le sens où ces genres de joueurs-là, à quel moment tu vas le voir que, en tant que manager ou entraîneur, comment tu peux éviter ça? Je ne parle pas de la situation où tu n'es pas payé. Je te parle de la situation où, comme l'a dit Quentin au départ, tout le monde arrive, tout est beau, tout est rose. En fait, en gros, le mec qui vient, tu lui fais la cour. Un mec qui veut un taf, il va te raconter tout ce qu'il a envie de te raconter. Qu'est-ce que toi, en tant qu'entraîneur aujourd'hui avec un certain nombre d'années d'expérience, pour construire un groupe sain? Parce qu'une fois que la difficulté elle arrive ou que tu perds, c'est très bien quand tout gagne, les groupes ils sont bien. Mais le groupe où il vit bien, même quand tu perds, comment? Parce qu'après tu peux perdre une année et l'année d'après, tu vois, tu gardes à peu près la même ossature et tu fais un truc de fou. Et là, tu pars, on ne sait pas combien de temps ça prend de cimenter un groupe. Aujourd'hui, comment tu vas faire aujourd'hui pour détecter en amont ces comportements? Parce qu'aujourd'hui, si tu as on va dire, ce skills, tu vois, ce talent de détecter en amont, lui là, il peut être super fort sur le moment, mais quand les choses elles vont mal se passer pour X ou Y raison, comment je peux voir que ça peut devenir un poison pour mon groupe? Ou comment je peux voir que, au contact des autres, parce que des fois, il y a des joueurs qui viennent s'ajouter à un groupe, tu vois, tu peux croire que c'est une plus-value. Comment? Et c'est ça, souvent, ça peut faire partir un groupe en fumée. Tu as parlé de disparité de salaire, tu as parlé de tout un tas de choses. Aujourd'hui, de manière tangible, la formation d'un groupe sain, que tu gagnes ou que tu perdes, pour moi, elle est à l'image de la vision de la tête, tu vois, de l'équipe managériale et le coach. À partir du moment où le Tchoko, aujourd'hui, lui, il est orienté au objectif direct, tangible, oseille ou performance individuelle, il y a des coachs qui viennent dans une équipe, ils sont là, vas-y, tu sais quoi, je sais que je vais pas faire mon temps. J'ai vu Antonio Conte arriver chez les Spurs. Moi, je savais très bien que ça allait mal se passer. Pas parce qu'il est mauvais. Antonio Conte, il fait pas longtemps dans une équipe. Il vient, il gagne, il part. Tu vois, il vient, il gagne, il impose, il presse comme un citron, il part. Les Spurs, à ce moment-là, en sortant de cette époque Pochettino, qui lui avait créé un groupe, avait choisi des jeunes, il a sa manière de choisir des jeunes. Poch, je l'ai vu, il a sa manière, il sait très bien pourquoi il prend beaucoup de jeunes, parce que les jeunes sont plus malléables à un moment donné. Et, tu vois, ils sont plus malléables et il peut les amener, il peut les épuiser physiquement déjà, un peu comme un Klopp il l'a fait, tu vois, et les amener, mais dans la manière de choisir les éléments du groupe. En tout cas, Poch, moi je parle de vraiment ce que je maîtrise, il sait exactement choisir quel joueur qui va aller. En fait, ils vont tous aller ensemble. Donc, un Conte, j'aime gagner. Moi, j'aime vraiment gagner. Mais après, tu vois, et le groupe qu'il a créé, ça a créé des disparités de fou parce que tu vas chercher des gens qui veulent gagner aussi à l'instant présent, mais qui ne s'inscrivent pas forcément dans la nature humaine, dans la vie d'un groupe, sur la durée. Donc, c'est ça que je vous demande.
Comment tu fais aujourd'hui? Moi, je le sais comment je ferais. Tu as sorti un nom justement qui représente bien ce cas concret, c'est Klopp. Moi, je pense que voilà, comme tu parles de la tête, tu as tout à fait raison. Et au lieu de chercher à analyser quel joueur il va fit à mon management, tout ça, c'est très dur parce que tu peux jamais vraiment savoir la nature du joueur ou de l'homme en question quand ça se passe mal. Tu peux avoir des indications, mais tu peux jamais vraiment savoir à 100%. Alors, ce que tu dois faire, pour moi, c'est Klopp. Le mec, il arrive, tu sais comment il est. Par contre, toi, en tant que joueur, lui, il est comme ça. Quand ça se passe mal, il est comme ça. Il est là, il est dans l'affection, dans l'affectif, mais il est très dur, très exigeant avec ses joueurs. Des fois, ça gagne 5-0, le mec, il est zaf. Des fois, ça gagne 3-0, et là, il fait des bisous à ses gars. Il est là. Et tu sais quel type de joueur il veut surtout. Maintenant, le joueur qui est intéressé pour venir à Liverpool, le joueur lui-même, il sait. Tu vois, donc il sait que quand il va mettre le pied à Liverpool, il faudrait être comme ça, comme ça, comme ça, pour répondre aux besoins de Klopp. En fait, moi, Non, je mais pense parce que que Klopp, il a répondu aussi aux besoins de Liverpool. Liverpool. Et c'est là où on en non, revient. attention. Klopp, il est arrivé avec sa mentalité. Il a changé aussi la manière de Liverpool. Hein. Comment c'était Liverpool à Parce que ça l'époque? fit. Non, Pareil, hein. Liverpool, rappelez-vous, Liverpool, c'était pas comme Klopp il était. Hein. Klopp, ça se non, c'est pas ça, mais dans les valeurs. Dans les valeurs du club. C'était pas très bon. Ok, à l'époque de Houyé, c'était plutôt bien parce qu'il y avait des jeunes, il y avait une identité. Il est très Liverpool avec les Owen, les Fowler, tout ça. Après, entre 2005 là, et jusqu'à Klopp, pendant 10 ans, c'était le marasme Liverpool. Parce qu'ils sont perdus. Ils sont perdus. Mais après, c'est pas, Klopp, il s'est pas adapté à Liverpool. Ok, ils avaient peut-être les mêmes ADN, tout ça, les mêmes valeurs. Mais Klopp, il a instauré, on va dire, un système très Klopp, justement. Et les joueurs qui venaient à Liverpool, ils savaient. Mais c'est comme aujourd'hui, Ange Postecoglou chez les Spurs, il a le même rendu humainement parlant. Les Spurs, c'est un club populaire du North London où les gens, ils aiment le travail. Donc, en toutes ces années, ils ont eu des entraîneurs bling-bling parce qu'on voulait gagner. Pourquoi? Parce que la motivation, c'était gagner des titres. Et c'est ça qui a motivé au bout d'un moment. La pression faisait que gagne des titres. Donc, tu te dis, tu vas ramener quelqu'un qui vient pour gagner. Alors que Poch, il est venu, il a construit. Et Ange Postecoglou, en tant qu'humain, il vient et construit. Humainement parlant, tu parles aux joueurs des Spurs aujourd'hui, tu vas au centre d'entraînement des Spurs. Frère, celui qui joue pas, ils sont tous comme ça devant Ange. Tous comme ça. Il y a un alignement des valeurs qui fait qu'ensuite tu peux créer une culture. Ce que Klopp a fait, il a créé une culture. Et c'est ce que je vous disais initialement. C'est beaucoup plus facile d'évoluer et d'exister dans une institution, dans une organisation où il y a des règles claires et où les décideurs sont justes. Tu comprends? Où un retard pour le mec qui te met 15 buts et un retard pour le mec qui rentre tout juste est le même. Tu comprends ce sentiment de justice? Nous, les footballeurs, qu'est-ce qui se passe? Et je rigole beaucoup avec un coéquipier qui me dit nous, les Français, on est à cheval sur les détails. Tu vois? Moi, si à moi, tu me dis je suis en retard, donc je fais des tours de terrain, et qu'à lui, il est en retard, mais c'est bon, pas de souci, rejoins-nous dans la séance. Non, ça passe pas et c'est un truc que tu vas traîner 6 mois. Tu comprends? Et c'est un truc où les fondations. C'est la CGT, frère. On aime trop les Français, on est à cheval sur ça. Tu vas aller manifester tout ça. C'est là où, dans notre culture. Voilà. Dans la position d'un bâtisseur, comme tu dis, c'est parce que tu le veuilles ou non, et j'imagine que c'est pour ça qu'il faudrait qu'on ait un entraîneur assez rapidement pour qu'on nous dise le temps qu'ils ont pour construire et le temps qu'ils ont pour performer. Tu vois, c'est vrai que c'est un truc où tant qu'il n'y a pas l'un d'entre nous qui est entraîneur professionnel, on peut pas vraiment savoir, on peut juste l'imaginer, le deviner. Mais ce que je veux te dire, c'est que il y a un côté aussi on a eu DJ, mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment rentré là-dessus. C'est ça. Et DJ, il n'a pas eu beaucoup de temps non plus, tu vois. Et il a dit, DJ, regarde, je suis arrivé, on m'a parachuté là. Et s'il n'avait pas été vaincu sur ses 6 premiers matchs, ça aurait été un intérimaire. Et c'est là où c'est comprendre, en fait, comment tu analyses est-ce que le mec qui te met 25 buts dans la saison, c'est nécessairement ton leader? C'est peut-être ton leader technique, c'est peut-être ta figure de proue, mais peut-être que le mec qui donne le là dans le vestiaire, c'est son remplaçant. Peut-être que le mec qui fixe les standards à l'entraînement, c'est le mec qui joue 15 matchs dans l'année. Et c'est là où, à chaque groupe, sa spécificité. Et effectivement, si Klopp, dans le même état d'esprit, il était pas à Liverpool, mais à Chelsea, est-ce qu'il aurait performé pareil? C'est là où, dans la culture, il y a un alignement de valeurs qui fait que tu colles ou pas, et ensuite, tu construis dessus. Et c'est là où
c'est vraiment intéressant. Et c'est toi, Seb, qui est dans le développement personnel. Tu as les outils. Et Ricky, que tu veux être dans le management ou dans le coaching, c'est un truc. Franchement, c'est la next step dans le sens où, par rapport à ton vécu, il n'y a pas une recette. Conte, il a essayé d'amener l'Inter à Tottenham, plus ou moins. Je pense qu'il ne s'est pas travesti. Exactement. Il a dit, moi, je fais du Conte partout où je vais. Que j'ai des joueurs qui Il a matchent, voulu ramener la Juve à Tottenham, ouais, en effet. tu vois. Et c'est un truc. Vas-y, est-ce que c'est pas archaïque? Est-ce que notre métier, est-ce que notre passion, le sport qu'on kiffe et qui fait qu'on est tous là, il n'y a pas une vérité à chaque endroit, par la culture de la ville, par l'incidence géographique, par le championnat dans lequel tu joues, par rapport aux valeurs des joueurs. Nous, on parle des Français, nous, ce qu'on est, la CGT, on est des grévistes, mais en même temps, face à l'imprévu, face à la pression, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, hey, j'ai beau faire une semaine d'entraînement catastrophique, moi, en match, je suis là. Tu vois, il y a un côté, c'est un peu ça dans notre comportement aussi. Et c'est un truc. Est-ce que cette subtilité, pour un manager, pour un entraîneur, elle n'est pas à connaître, justement, quand tu construis ton groupe? Et c'est ça le bon côté d'avoir été sur le terrain et savoir que, ouais, effectivement, peut-être que les Argentins, ils ont tendance à avoir ce genre de comportement. Les Hollandais, c'est vrai qu'ils ont ce genre de comportement. Ah, les Espagnols, quand ils sont ensemble, ils ont ce genre d'habitude, ce comportement. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire en sorte d'avoir la meilleure version sur le terrain, mais qu'elle n'impacte pas l'équilibre d'un vestiaire? Et c'est là où, franchement, c'est kiffant. Et le jour où on va être arrivé, on va se poser autour d'une table, ça sera avec plaisir que je partagerai des insights. Parce que je pense, mes réponses, tu vois. Et ma réponse première, ça serait valeur, valeur, valeur. Justice, justice, justice. Moi, c'est sans. Ricky, Encore t'as une dit. fois, On tu peut pas. vois, Vas-y. Seb, avant que j'oublie, tu as dit valeur, 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 justice, justice, justice. Des valeurs immuables. C'est des valeurs immuables. C'est des valeurs qui ne bougent pas. Après, c'est un mix entre adaptabilité et la culture que tu imposes. Donc, il faut un peu de flexibilité, tu vois, pour un coach. Et encore une fois, je me répète, mais c'est ce que Klopp a réussi à instaurer. Il est rentré, c'est-à-dire justement, Seb, à Liverpool. Il s'est adapté, on va dire, à la culture. Il s'est imprégné de la culture. Il a vu comment ça marchait là-bas. Et il a ramené un peu son côté un peu affectif, son côté aussi exigeant quand il le faut. Tu vois, un peu le bâton et la carotte. Il a su le manier à perfection. Et le mix, après, il s'adapte aussi à dire, à la culture, à l'ADN, à la géographie du club. Liverpool, c'est particulier comme club. Comme il a dit, hein, il n'a pas ramené Borussia à Liverpool, lui. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il a réussi à faire en sorte de créer un truc nouveau, novateur. C'est Et un les mariage. mecs, ils se sont adaptés. Les joueurs, il ne s'est pas dit, je vais prendre lui parce que, bien sûr, il se l'est dit. Mais il s'est dit, bon, je vais prendre lui, je vais prendre des Mané, je vais prendre des Salah. Mais frère, alors là. Il n'a pas pris les meilleurs joueurs du moment à l'époque. Hein. C'est pour ça que je te dis que par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport au côté individuel sans vraiment savoir, les joueurs qu'il va chercher ou que n'importe quel entraîneur qui a cette mentalité, qui rentre dans un bon mariage, parce qu'au final, le club, il s'est marié avec Liverpool et le mariage, il a fonctionné. Il a ramené sa part à lui qui a fit avec l'idée globale. Bon mariage. Les joueurs qu'il va chercher, je pense que humainement parlant, il va pas chercher comme tu dis, les meilleurs joueurs du monde du moment. Il va chercher ceux qui peuvent faire devenir les meilleurs joueurs parce que c'est pas tout le monde qui va accepter d'aller courir et d'aller au charbon comme Klopp il demande avec cette intensité. Il y a aussi une dimension aussi technico-tactique. Technico-tactique, des joueurs qui fit ensemble. Donc au final, j'ai jamais, à l'époque où ils ont commencé, quand Klopp il est arrivé, il lui a fallu un peu de temps déjà. Ouais. Il a fallu un peu de temps avant que ça prenne. Et une fois que ça a pris, quand il va chercher Jordan Henderson à Sunderland, etc., d'accord, on parle ce qu'on veut. Les mecs, il les a fait devenir des joueurs de classe mondiale. Tous autant qu'ils sont. Van Dijk. Enfin, tous autant qu'ils sont, tu vois. Mais parce que, surtout à l'époque, et je l'avais dit, je voyais aucun joueur de Liverpool au niveau comportemental qui levait les mains, ils avaient une mentalité. Et ça, c'est pas technique, c'est humain. Ça veut dire que Klopp a et son équipe, peut-être, et son équipe qui est autour de lui, ils ont, pour former un groupe, je pense qu'il joue beaucoup, tu as dit parler d'affection, il joue beaucoup sur l'humain. Il a peut-être demandé, il a mis du temps à prendre un joueur, il a testé, il a peut-être appelé, je sais rien comment il fait, son mode opératoire, mais il sait très bien que quand le joueur il va être dans des situations compliquées, ça va coller. Il n'y aura pas une individualité qui va faire le moi-je parce qu'il a...
Après, et c'est là où je parle de mariage. Et c'est un très bon exemple dans la formation d'un groupe sain qui l'a amené après, au bout d'un certain temps, à gagner. Parce qu'il a su les développer, il a vu on a parlé de potentiel, mais c'était des joueurs, des très bons joueurs. Mais ce qu'il a attiré, pas contrairement à ce que nous, on a fait avec le PSG, par exemple, où on a voulu mettre une somme d'individualité. Mais encore une fois, pourquoi ? Exactement. Il n'y a pas la culture. Culture. La culture. On parle du Qatar, qui a mieux ou moins bien, je m'en fous, c'est pas la question. C'est qu'il y a une culture intrinsèquement différente qui est exposée à Liverpool, l'Angleterre, un peu plus, tu vois, Liverpool, c'est beaucoup plus rudimentaire, on va dire, avec une histoire, avec une ADN. Donc, tu vois, donc maintenant, le mariage, il est différent. Et là, avec le temps, et je pense qu'on a créé à Liverpool, et ce que Poch, il a fait chez les Spurs, on peut en nommer plein. On a qui c'est qui a gagné? Ranieri, Tickerman, quand il est parti gagner avec Leicester. Comment il va gagner? Leicester, c'est un Comment il super va, exemple, hein. comment il va gagner avec Leicester? C'est que tu vois les mecs que ça aille et que ça n'aille pas au niveau humain. Et ça, c'est pas. Voilà, c'est juste des sensibilités et des choses qui fit. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, nous trois, humainement parlant, on aurait pu faire avec la G86 BMC avec différents profils, ça aurait pas pris. Ça aurait pas pris. La formation du groupe, elle est faite de manière intelligente. Si on est tous les trois pareils, ça marche pas. Quand un de nous trois pète un plomb pour X ou Y raison, il y a toujours les autres pour faire le pendant. Donc ça fait qu'on reste à un niveau où, tu vois, ça va pas dans des extrêmes. Et je pense que demain, toi qui sois dans le management ou entraîneur ou qui que ce soit, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que cette notion de groupe sain ou toxique, pour moi, elle est même pas, elle est pas technique. Elle est pas technique. C'est que quelles sont tes valeurs, la tête, laquelle valeur. Et si tu arrives à faire un bon mariage, tout le monde va suivre. Par contre, quand tu vois que toi-même, quand tu gagnes pas, tu deviens plus dur avec tes joueurs, ou tu es plus méchant, ou tu deviens injuste, comme tu as dit, Ricky, ou c'est qui, vous deux, vous avez parlé de justice, tu deviens injuste, c'est-à-dire que toi-même, déjà, tu es sujet à ce genre de choses-là. Comment tes joueurs ne vont pas être sujets à ça? Impossible. Impossible, et tu vas créer un groupe toxique, et à la fin, tu vas pas aller manger, boire des rebiers et aller au À barbecue. la fin, c'est ça. Leicester, à la fin, je pense qu'ils sont plutôt partis une semaine ensemble à Ibiza qu'ils se sont vite serrés la main et voulaient être en vacances, hein. Ouais, mais il y en a plein des groupes comme ça, il y en a plein, il y en a plein. Et c'est dommage parce qu'il y en a de moins en moins. Et à la fin, moi, je pense pas que ce soit vraiment positif, hein. Mais vraiment, tant que tu l'as pas vécu, un bon groupe, moi j'ai été surpris parce que Toronto, c'est vraiment un dernier exemple assez en date. En 2019, franchement, on partait sur des fondations assez fragiles. Moi, j'arrive dans un effectif où je pensais qu'ils étaient super proches parce qu'ils avaient gagné énormément de choses ensemble. Ils avaient gagné un an avant, ils avaient fait la finale de Ligue des Champions CONCACAF quelques mois auparavant. Et je me disais, j'arrive dans un groupe qui est ensemble depuis 3-4 ans, super unis, super soudés. Et à ma grande surprise, c'était vraiment pas le cas, tu vois. Et on a commencé un peu dans la difficulté. Et à force de baf, à force d'introspection aussi, mais de valeurs communes, on fait une super saison jusqu'à perdre en finale, certes, mais on a tous trouvé la force, vraiment. Et c'était la première fois que ça me le fait. Et c'était vraiment bizarre. Après, le format MLS fait qu'il n'y a qu'une seule équipe qui peut terminer sur une victoire à la fin de l'année. Mais on a fait une fête après la défaite. Et c'est pas interprété dans le sens où on a célébré la défaite, genre on a arnaqué notre monde. C'était, les gars, on en a parcouru du chemin ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et on avait la présence d'esprit de se dire, on est tous hyper déçus de ne pas ramener la coupe à Toronto, de ne pas faire la parade dans la ville, enfin tout ce qui allait s'offrir à nous. Mais on a été capable de passer un moment ensemble. Ça sautait pas dans tous les sens, bien sûr, mais et de se remercier, de se regarder droit dans les yeux, de dire on a fait le taf. Et en fait, tant que tu l'as pas vécu, que ce soit par une montée, tu n'as pas besoin de gagner la Coupe du Monde et le vivre à l'intensité maximale pour le réaliser. Même une montée j'ai vécu des moments forts en montant de National en Ligue 2 et vraiment partagé avec des groupes incroyables. Mais c'est un truc, tant que tu l'as pas vécu, de se dire, le mec qui a joué 5 matchs comme le mec qui en a joué 35 peut se regarder droit dans les yeux et se dire, voilà, on a fait le taf cette année. Ce sentiment-là, c'est un sentiment que tu chasses après toute ta carrière parce que tu veux le revivre. Et quand tu l'as pas vécu, sincèrement, tu as raté quelque chose et c'est sans doute de ta faute parce que tu étais sans doute un de ces mecs qui était toxique plus que positif.
Pour appuyer ce que tu dis, c'est plus une histoire du chemin parcouru de journée, plus que de là où tu commences, où tu finis, tu vois, de destination. Et le problème, c'est les gens, ils vont beaucoup s'arrêter sur où est-ce que j'ai fini. T'as pas célébré une défaite. T'as célébré tout ce que vous avez célébré tout ce que vous avez fait, tu vois, parce que quand tu regardes bien, regarde, c'est un truc de ouf ce qu'on a fait. Certes, on a perdu à la finalité, on a perdu. Mais ce qui est célébrable, pour moi, c'est, t'as vu d'où on est parti? Et t'as vu ce qu'on a réussi à faire? Et quand tu regardes bien, ça, c'est un truc de fou. Donc, je comprends très bien, Ricky, quand tu dis, on n'est pas descendu, on s'est maintenu. Venez, parce que franchement, ça, en lui-même, c'est une performance de fou. Regardez ce que ça nous a coûté, humainement parlant, les efforts, etc., de celui qui a joué, de celui qui a encouragé. C'est ça qu'il faut célébrer. Et ça, c'est un groupe sain pour moi. Tu vois, là, tu arrives avec un groupe qui, on s'en fout de la finalité, c'est pas ça. Certes, c'est mieux, c'est la cerise sur le gâteau, tu veux, et là, il y a des intérêts financiers, ce que tu veux, même individuels. Là, la finalité, tu peux mettre des intérêts individuels. Mais quand tu vois ce que tu as parcouru, là, tu peux être fier de toi. Et pour moi, quand tu arrives en tant qu'entraîneur ou directeur général à à mettre ensemble des joueurs qui pensent comme ça, qui vont regarder plus ça, ma parole, d'une manière ou d'une autre, tu vas gagner. Ouais. Tu vas gagner. Et gagner, c'est pas soulever la coupe, mais tu vas gagner. Et là, tu as un groupe... Donc après, je sais pas, hein, c'est... Célébrer le voyage, il faut célébrer le voyage. Parce qu'à la fin, c'est comme une boucle. Hein. À la fin, c'est quoi l'objectif? C'est d'être une meilleure personne de soi-même. Oh putain. C'est tout. Est-ce que tu deviens, est-ce que tu obtiens? Oh là là. Mais vraiment, on va travailler ensemble, les frères. Franchement, c'est bien ça. J'aime ce que j'entends. Franchement, j'aime ce que j'entends. En tout cas, ça dit quoi ce week-end du côté de, je sais pas, t'es où, Rambouillet? T'es où ce week-end? Ce week-end, je suis là, je suis à la maison. Je crois que j'ai pas de plateau ce week-end. J'ai pas d'obligation médiatique. Donc je pense que je vais être avec mes petites Versailles. On a un match contre Meudon, 18h1. By the way, vous êtes fait sortir par Noisy-Sec ou pas? Non, on est passé. Ah voilà, tu fallait dire ça à Habib. Habib, t'as dit ils allaient perdre. Voilà. Ah, elle a dit ça? Non. C'était un 2-0 à l'aise. Bon, tu connais Noisy, hein, c'était un peu chaud. Ouais. Dans les tribunes, ça, mais c'était tranquille. Ils ont cassé un peu notre camionnette là en partant les rageux, mais tranquille. Après, non, mais après c'est une bonne équipe. Hein. Pour une D2, c'est une très bonne équipe. Ils n'ont rien à faire en D2, c'est très bon joueur. Après, bon, c'est 93, hein. C'est le talent. Et non, là, on tombe contre QVI à domicile. Donc c'est une équipe nationale de 19 NAS, mais bon, on va faire le taf, j'espère. Dans 2 semaines, on joue et là, on joue Meudon en championnat. Mais tranquille, ça va, ça suit son cours. Là. Mes petites Versailles, là, ils se développent bien aussi. Le vacancier, outre-Atlantique, pas outre-Manche, comme l'avait dit Olivier. On est là, nous, c'est dans un rythme de off-season très, très famille. 3 fois par semaine, j'accompagne mon fils qui s'est fait opérer des croisés à faire les soins le matin au centre d'entraînement avec moi. Donc moi, je m'entraîne pendant ce temps-là et lui fait des soins avec notre kiné qui a la gentillesse de s'occuper de lui pour le booster et le mettre dans des conditions un petit peu exceptionnelles, tu vois. Et puis, en même temps, on en parle souvent entre nous, mais je pense que c'est pas mal qu'il voit l'environnement dans lequel j'évolue et qu'il voit que on le soutient d'une part et de l'autre que moi, je taffe pendant que lui aussi, il taffe. Et c'est un truc où on est dans la transmission, comme par ce podcast, comme pour tout, même dans l'éducation qu'on veut transmettre à nos enfants, dans les hommes à 360 degrés qu'on aimerait, qu'on voudrait, qu'on tend, c'est la direction vers laquelle on tend, être le plus complet possible. C'est ce qui agrémente mes journées, mes semaines, donc dans un rythme beaucoup plus léger, très famille. Mais moi, j'ai déjà repris l'entraînement finalement, ma pré-prépa où comme disait Hilton, à un certain moment, on peut pas s'arrêter, quoi. Donc voilà, j'ai coupé 1 semaine et demie et ça y est, maintenant je remets progressivement, certes, mais avec une certaine intensité la machine en route pour être prêt. Ah ouais, non, c'est bien, c'est comme Chris, il a dit, on se donne rendez-vous l'année prochaine, Chris Mavinga, shout out, tout. Mais ça veut dire qu'il aussi, la saison commence maintenant, tu vois, la saison elle commence maintenant, 1 semaine et demie, non, ça gratte déjà, on est reparti. C'est comment? Moi, ce week-end, Première Ligue, un peu de Première Ligue. Et, en France ou BBC? Non, en Angleterre. BBC. Je dois faire Sky aussi dans pas longtemps.
Et voilà, non, on essaye. En ce moment, on voyage un peu beaucoup. On se balade, France. Je reviens un peu plus souvent en France. Parce que voilà, pour des obligations professionnelles, on va dire, le réseau, le taf s'étend. Et ce qui est bien. Comme vous aimez bien dire, qu'il aime bien dire, tant qu'on est busy, ça veut dire qu'on a envie et c'est très bien. Donc, ouais, on est occupé et on essaye de délivrer un bon message et d'être une plus-value dans tout ce qu'on fait. Tout ce que je fais, j'essaie d'être une plus-value et ça va bien se passer. Donc, dans tous les cas, donc voilà, c'est ce qui va se passer ce week-end. Tranquille, franchement, tranquille. Ça devient une habitude, mais c'est bien. Chaque jour suffit sa peine, tu vois. Chaque fois qu'on rentre sur un plateau, je crois qu'on est, je sais pas, on a un micro en main, quel que soit, on essaye de faire la diff comme on essaie de faire la diff sur le terrain. C'est une mentalité, d'accord. Yep. C'est une mentalité. Et big shout out à Louis pour la main. C'est pas la main tendue parce que ça serait compliqué de l'associer à une main tendue. En tout cas, shout out au 4e larron parce qu'il fait bien le taf. Et merci pour les moyens techniques et audiovisuels mis à notre disposition. Notre cher petit frère Louis, parce que allez le suivre, Louis Mouko, sur les réseaux. Il fait bien du travail. Notre agent marketing. Non, notre gars sûr. Et voilà, en tout cas, les frères, merci beaucoup. Et comme d'habitude, je pense qu'on a bien parlé, j'ai bien aimé. C'était back and forth, on a fait du bruit. Gara. Et merci, voilà, monsieur Dembélé, il a donné un avant-goût. Il nous a donné rendez-vous. Ouais. Il nous a donné rendez-vous pour un épisode exceptionnel. Il vous a donné le ton. Donc, en tout cas, allez le suivre sur les réseaux. Je ne sais même pas si Garel a des réseaux. Si, je pense qu'il a des réseaux. Allez le suivre, allez le pousser. Taguez-le sur le début de l'épisode. Comme ça, il viendra le plus rapidement possible. Même sur les réseaux, il est impossible à suivre. Ah non, je sais pas si c'est qui le diable de Tasmanie entre Q et Gara. Mais en tout cas... Le diable du Mali, lui, carrément. Le diable de Bamako. Et quand il faisait ça, là, c'était extraordinaire. Gara, vous avez vu comment il était excité? C'est exactement comme Monsieur Ravieux. Des fois, il l'attrapait en train de faire des trucs. Monsieur Dembélé! Allez hop, basket par cas. Allez hop, vous tournez. C'était BMC. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. On est ensemble. Q. One love.